Ce programme vous est présenté par Antemeta, expert de la protection des données et du cloud hybride, avec son partenaire Veritas. Bonjour et bienvenue à tous dans Smart Tech. Alors cette irrésistible attraction qu'opèrent les smartphones sur nous, ce déclencheur de nouveaux usages numériques n'est pas forcément le fait du matériel et de ce smartphone qu'on a dans la poche en permanence avec nous, c'est surtout le fait du logiciel qu'il embarque. C'est pour ça que c'est très intéressant de suivre les conférences qui sont a priori dédiées aux développeurs du côté d'Android et d'iOS. Et hier soir, c'était la conférence d'Apple qui se tenait, la WWDC, et on va la décrypter avec vous dans Smart Tech et avec Romain Heuillard, journaliste consultant, dans quelques instants. Autre événement à la une aujourd'hui dans Smart Tech, c'est le FIC qui ouvre ses portes à Lille. Le FIC, c'est le Forum international sur la cybersécurité. On va donc parler de cette question de cybersécurité, mais à travers un angle, celui de la quête et de la guerre même des talents. Et puis on conclura Smart Tech avec notre rendez-vous coach start-up et puis des conseils là pour savoir réduire la voilure quand le marché se tend, comme en ce moment en l'occurrence. Mais tout de suite, c'est le moment de l'interview. On parle de la WWDC d'Apple. Pour avoir un aperçu d'à quoi vont ressembler nos usages numériques demain, c'est toujours intéressant de regarder ces conférences qui sont a priori dédiées aux développeurs. Hier soir, c'était la grande conférence annuelle d'Apple qui nous parle donc de l'évolution d'iOS. Alors, est-ce que ça nous parle d'un futur lointain ou d'un futur proche? Ça va être ma première question, Romain Heuillard. On est là ensemble pour décrypter cette WWDC 2022. Est-ce qu'il vous a semblé qu'on était là face à des vraies ruptures d'usage numérique pour demain sur nos mobiles, ou plutôt à des évolutions? Alors clairement sur le côté mobile, c'était ils ont annoncé du coup iOS 16, la prochaine grande version d'iOS, le système d'exploitation des iPhones. Là-dessus, c'est clairement une mise à jour itérative. Il y a plein de nouveautés, mais pas de gros changements. En revanche, effectivement, c'est des annonces logicielles et il y en a certaines qui vont assez loin, notamment dans la voiture. Où, Oui. On attend Apple depuis longtemps. Voilà, ça fait des années qu'on prête à Apple l'intention de lancer une voiture vraiment à part entière. Et là, hier, ils nous ont annoncé la nouvelle génération de CarPlay. Donc CarPlay, c'est le logiciel qui est embarqué, le logiciel, on va dire, de loisirs numériques, qui est embarqué dans certaines voitures. Alors en fait, justement, CarPlay, jusqu'à présent, c'était vraiment votre iPhone qui exécutait une interface qui s'affichait sur l'écran de votre voiture. Mais en réalité, ce n'était pas la voiture qui calculait l'interface, c'était vraiment votre téléphone. Et en fait, le GPS n'était qu'un deuxième écran pour votre téléphone. Et là, ce qu'ils ont annoncé hier, ce n'est qu'un aperçu, justement. Donc là, pour le coup, c'est un sujet sur lequel ils voient assez loin. Ils ont annoncé en fait qu'ils vont rentrer en concurrence avec ce que fait Google, qui a lancé il y a quelques années Android Automotive. Et cette fois, c'est la voiture qui va exécuter le logiciel. Donc ça permet en fait de ne plus avoir seulement le GPS ou sa musique sur le petit écran central de la voiture, mais d'avoir éventuellement de l'iOS, un environnement Apple sur tous les écrans, y compris celui des compteurs, qui généralement, c'est vraiment ça, c'est le domaine du constructeur habituellement. Et donc, il prévoit un système sur lequel ça pourra fonctionner sur tous les écrans de la voiture. Et du coup, ce serait la voiture qui exécuterait le logiciel. Et c'est hyper... Ça confirme ce que je disais en introduction, c'est-à-dire que la révolution des usages, Apple là, le confirme finalement, ils nous disent ça passe pas forcément par le matériel. C'est nous, c'est la révolution, la transformation, on l'a fait par le logiciel, par le développement. Sur CarPlay, effectivement, ça va s'afficher sur l'ensemble des écrans de la voiture. Ça veut dire qu'il faut qu'ils passent des deals très poussés avec les constructeurs. Alors, on a vu quelques noms de partenaires qui se sont affichés, notamment Volvo. On a Renault, Nissan, Volvo, Audi, pas Volkswagen. Plutôt des marques, en dehors de celles que je viens de citer, plutôt des marques assez haut de gamme. Mais c'est tout à fait majeur, puisqu'en fait, si ces constructeurs acceptent de mettre sur leurs écrans un système d'exploitation autre, donc celui de Google ou celui d'Apple, on peut imaginer d'ailleurs qu'on aura le choix, puisque certains de ces constructeurs-là utilisent déjà Android Automotive. On peut espérer même d'ailleurs qu'on aura le choix. Oui, certainement. Ouais. Et donc les constructeurs automobiles ne deviennent plus que des assembleurs de moteurs, de portières et d'écrans en fait, qui mettent à disposition des géants de latex. Et il y a un point qui fera peut-être réagir les spécialistes de la cybersécurité que j'aurai après en plateau, c'est qu'Apple nous dit que son système va être connecté, il va communiquer directement avec le système de la voiture.
De fait, puisque là, effectivement, il faut vraiment une interconnexion très étroite pour pouvoir... Gestion de la clim, effectivement, tu disais la gestion des compteurs, l'affichage des compteurs. L'affichage des compteurs, c'est quand même quelque chose qui est ultra critique. Enfin, il faut qu'on sache à un instant T, il faut qu'on soit sûr de la vitesse à laquelle on va. Donc c'est quand même des choses qui sont... on rentre vraiment là dans le dur de la voiture avec cette solution. Ouais. Et c'est pas... tu disais, c'est un futur lointain, c'est vrai, sur ce que ça peut transformer dans les usages embarqués dans les automobiles, mais enfin, il nous parle de voir des choses concrètes dès la fin de cette année. Hein. L'année prochaine. Les premières annonces de voitures seraient pour la fin 2023. Ah bah tu vois, moi j'étais allée un petit peu plus vite. Les annonces de voitures, on peut s'attendre du coup à ce qu'elles soient dispo au courant 2024, voire fin 2024. Donc voilà, c'est assez rare qu'ils nous fassent des annonces autant en amont. Mais là, en fait, je pense que clairement, encore une fois, c'est pour annoncer que Android Automotive est là, mais que si les gens sont attachés à Apple, ils peuvent attendre un petit peu pour renouveler leur voiture et que ça arrive un peu dans quelques années. Alors, on a aussi découvert la taille, la dimension de la communauté des développeurs autour d'Apple. 34 millions de développeurs. Effectivement, c'est une des premières annonces qu'ils ont faites au tout début de la conférence. Ouais. En revanche, ce qui m'a assez surpris, c'est qu'ils ont finalement assez peu parlé des développeurs pendant la keynote hier. On sait que pendant la nuit, puisque avec le décalage horaire, il y a eu déjà pas mal d'autres annonces vraiment réservées aux développeurs, mais pendant le keynote, il y a eu assez peu finalement d'informations qui ont pu intéresser les développeurs purs et durs. Alors là, ils ont une semaine d'ateliers et de travaux pratiques pour avancer sur ces sujets-là. Ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'il n'y a eu aucune annonce sur... Il y a beaucoup de controverses en ce moment sur à quel point il y a des applications malveillantes sur l'App Store. Il n'y a eu aucune annonce à ce sujet, alors que c'est un sujet assez fort en ce moment. Peut-être que ça fera l'objet de conférences plus tard dans le cours de la semaine, mais voilà, c'était assez étonnant cette keynote, finalement assez peu réservée aux développeurs. Oui, de plus en plus, ça devient une keynote très grand public, finalement, d'annonce. iOS 16, alors, une grande transformation, c'est tout ce qu'on va pouvoir customiser, personnaliser sur son écran verrouillé. Mais ça, c'est aussi assez intéressant venant d'Apple, c'est que iOS, pendant des années, on ne pouvait pas personnaliser grand-chose. Et là, on a eu les widgets, je ne sais plus sur quelle version d'iOS, mais il y a quelques versions, la possibilité d'ajouter des widgets sur l'écran d'accueil de son iPhone. Et là, on va pouvoir vraiment personnaliser son écran de verrouillage, qui est quand même l'écran qu'on voit 100 fois par jour. Ouais. Ils font des choses, évidemment, comme d'habitude, assez bien, avec une photo qu'on pourrait choisir. Et ils détecteront par une intelligence artificielle le premier plan pour pouvoir mettre l'horloge au deuxième plan. On peut choisir la police et la couleur de l'horloge. On peut rajouter des widgets. Donc en fait, on retrouve un peu ce qu'on a sur Apple Watch, où on personnalise vraiment son cadran. Avec même différents bureaux qu'on peut organiser en fonction du moment de la journée. Et il pousse plus loin, effectivement, cette fonction qui existe déjà, je ne sais plus comment elle s'appelle en français, mais en anglais, c'est Focus, où on peut effectivement répartir le perso. Concentration, peut-être, je ne sais plus. Oui, mode de concentration, c'est ça. On peut répartir le pro et le perso. Et un bon exemple, c'est, on pourrait mettre en journée un profil pro où on n'a pas de notification d'application perso, on n'a que ses mails pro, etc. Et un fond d'écran assez neutre. Et puis à partir de telle heure, automatiquement, on bascule sur un fond d'écran avec sa famille. Et les notifications perso, ça s'inverse. On peut utiliser un seul téléphone pour les deux, ça c'est pas mal. Et ça, c'est une ouverture, c'est vrai, qui fait plutôt penser au monde d'Android. Et donc là, Apple nous laisse le choix un peu plus du design logiciel de nos smartphones. Autre annonce intéressante, c'est au sujet du wallet, en fait, le portefeuille, qui peut contenir aujourd'hui des cartes bancaires. Aux États-Unis, plus de 11 États aujourd'hui, ou 11 États, je crois, aux États-Unis, aujourd'hui aussi jouent le jeu d'utiliser le wallet pour lire le permis de conduire des automobilistes. Oui, qui sert du coup de pièce d'identité. Et voilà, Apple l'a bien affirmé hier. Leur volonté, c'est que l'iPhone puisse remplacer un portefeuille physique qu'on aurait sur soi. Et on s'en rapproche de plus en plus. Il y a de plus en plus, on peut utiliser son téléphone comme clé. Clé de voiture, il y a certains constructeurs qui, on a juste à s'approcher avec son iPhone, BMW par exemple, et la voiture se déverrouille automatiquement. Clé de maison. À domicile aussi. Et voilà, ils veulent vraiment pousser là-dessus. Ils veulent standardiser ça. Ça, je trouve que c'est une volonté d'ouverture qui est bienvenue. Alors, il y a sans doute des raisons aussi. Ils sont en procès partout pour des histoires de danger, d'abus de position dominante, etc. Donc, peut-être aussi qu'ils veulent faire bonne figure, mais de toute façon, ça reste une bonne nouvelle. Ils veulent standardiser ça. Et on a, pour la France, effectivement, pour le moment, en France, Wallet ne sert quasiment qu'aux cartes bancaires. On a France Identité, donc l'application d'identité numérique française, qui hier a fait un teasing. Alors, il n'y a pas eu finalement d'annonce, mais ils ont prévenu après sur Twitter que peut-être ça viendrait dans la semaine. Donc, on peut espérer que les pièces d'identité françaises pourront être mises sur l'iPhone prochainement.
Mais là, il va y avoir une vraie bagarre sur l'identité numérique parce que justement, la nouvelle app de garantie de l'identité numérique française, qui est encore en simple version bêta pour l'instant, Apple clairement a une longueur d'avance sur ce sujet. Et ils sont sur la même ligne, sur le même type de doctrine, en disant on va pouvoir donner à l'utilisateur le moyen de partager certaines données et pas toutes les informations contenues dans notre carte d'identité. Donc on voit qu'il va y avoir une bataille sur l'identité numérique entre les géants big tech américains et bien, les États qui espèrent garder leur pouvoir régalien sur ce sujet. Le temps passe si vite. On n'a pas parlé encore de l'Apple Watch. Alors l'Apple Watch, j'ai trouvé que c'était, comme d'habitude, c'est un focus sur le sport, sur l'activité. Très santé, ouais, très santé. Il y a de nouveaux cadrans. Un truc qui moi m'a marqué, c'est cette histoire des anneaux. Voilà, c'est un grand jeu. On a ces anneaux. Je ne sais plus quels sont les trois anneaux, mais c'est le nombre de pas, les calories, ce genre de choses. Les gens ont beaucoup une Apple Watch pour ça. Ils aiment bien, remplir leurs anneaux chaque jour. Ça montre qu'ils se sont dépensés suffisamment. Il y a beaucoup de gens qui ont une Apple Watch juste pour ça. Et ça, les anneaux, on va pouvoir les avoir enfin sur l'iPhone. On n'aura plus besoin d'Apple Watch forcément pour ça. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les gens qui ne veulent pas forcément une... Et moi, j'ai vu aussi sur l'application Sommeil aussi, qui poussait les choses beaucoup plus loin. On se rapproche vraiment de ce que fait Withings finalement. Oui, tout à fait. Et ils Sherlock, comme souvent, d'autres applications qui faisaient ça. Et ils intègrent en fait la fonction. Et... Voilà. Nouveau Mac aussi, avec une nouvelle puce. Ça, oui, c'est une annonce finalement très, très produit, mais très, très majeure. Apple a annoncé donc la nouvelle puce M2. Donc là, ils enfoncent le clou. Il reste les rois incontestés en termes d'efficience, c'est-à-dire de rapport puissance-consommation. Ils s'étaient fait un peu rattraper en termes de puissance brute par Intel et AMD sur l'architecture traditionnelle des ordinateurs. Là, ils reprennent, selon leur dire, le devant aussi sur la puissance. Et du coup, c'est accompagné d'un nouveau Mac, un premier pour le moment, le MacBook Air M2 du coup. Encore un peu plus fin, en tout cas il est... Le MacBook 13 Pro. Et le Pro, le MacBook Pro 13 pouces, mais là il est très anecdotique puisqu'en fait ils ont juste remplacé la puce, ils ont gardé le design ancien, c'est un peu bizarre. Ouais. Ce produit est un petit mais le nouveau bizarre MacBook Air, assez, très joli, assez impressionnant. Ouais, un écran un peu plus grand parce que bord à bord. Avec... Et un gros focus aussi sur l'économie d'énergie. Oui. Qui est fait autour de cette puce M2. On n'a plus le temps. Merci beaucoup Romain. De toute façon, on reparlera de toutes ces annonces lors de notre débrief jeudi. Romain Huyard, journaliste et consultant indépendant qui nous a permis de découvrir toutes ces nouveautés qui vont changer peut-être nos usages. À suivre dans Smart Tech, on parle de cybersécurité et où trouver les talents. Cybersécurité à la une de Smart Tech, mais à la une aussi de la France et de l'Europe et même à l'international, puisque c'est l'ouverture du FIC, le Forum international sur la cybersécurité. Ça démarre aujourd'hui à Lille. Nous, on va s'intéresser à cette question de la quête des talents pour assurer cette montée en puissance nécessaire pour assurer nos capacités de protection cyber. On en parle avec Romain Burel, cofondateur d'Oteria Cyber School, une école qui est dédiée à la cybersécurité et qui doit ouvrir son cursus en septembre de cette année à Gennevilliers. Et puis Étienne Lecoq, qui est membre du COMEX d'Antemeta, une entreprise spécialisée dans la protection des données et un partenaire de Smart Tech d'ailleurs. Et nous avons également en visio Guillaume Tissier, associé d'Avisa Partners, coordinateur avec la Gendarmerie nationale de ce salon, de ce forum international de la cybersécurité. Bonjour à tous les trois. Peut-être qu'on va commencer avec Romain en plateau, puisque vous êtes à l'origine de tout pour cette quête de talents. Vous allez les former, les talents, avec l'ouverture de cette école Oteria Cyber School. Quels sont, parce que j'imagine que vous avez bien étudié le marché, quels sont ces talents cyber dont on dispose déjà en France et ceux qui nous manquent? Le type de profil dont on a besoin. Ouais, non, c'est une très bonne question. Je pense que le premier point à dire, c'est que, un peu contrairement à ce qu'on entend un peu partout, notre observation première, c'est qu'il y a des talents qui ont envie de faire de la cyber. Donc le sujet de vocation, nous on pense qu'il existe, il y a des gens qui ont envie de faire ça. En revanche, ce qu'on constate maintenant en 3 points, je pense très rapidement, c'est qu'il y a 3 problématiques. La première, ce qu'on évoquait juste avant, c'est le sujet de compétences transverses. Ce qui empêche de monter en compétences rapides, c'est pas des moutons à 5 pattes, mais que les étudiants n'aient pas simplement la vision technique, qu'ils aient aussi une vision business, une vision de compétences entreprise. Le deuxième point... C'est sûr qu'on leur demande beaucoup, là. On leur demande beaucoup, mais je pense que c'est ça qui doit nous animer dans ce qu'on fait. Évidemment qu'on ne va pas en faire des moutons à 5 pattes, comme j'évoquais. Le deuxième point, c'est l'aspect coût et problématique, notamment salariale. Ça bloque des recrutements parce qu'il y a une tension sur le marché, les recrutements sont chers, il y a une chasse qui est très longue,
Et ça coûte cher aussi de recruter quelqu'un qui n'a pas les compétences exactes qu'on cherche, parce qu'on doit faire ce qu'on appelle un ramp-up de plusieurs mois. Qu'est-ce que c'est ça, un peu ? C'est quand la personne arrive, elle n'est pas opérationnelle le premier jour, et donc on passe du temps à la former, ce qui coûte du temps et de l'argent à l'entreprise, qui paye le profil en même temps. Et le troisième point, et ça on y reviendra peut-être, c'est un décalage, je crois, entre ce qui est exprimé, c'est-à-dire le nombre d'offres qui sont postées, et le besoin qui est constaté ou qui est discuté régulièrement. Nous, ce qu'on constate aujourd'hui dans les étudiants qui trouvent leur alternance, c'est qu'en moyenne 40 à 50% des offres qui sont postées, qui en fait correspondent à un vrai besoin. Et donc il y a 60-70% des offres qui ne sont pas réellement postées parce que... Et pourquoi ? Il y a un besoin, pourquoi il n'est pas exprimé à travers des offres d'emploi ? Alors je pense que premièrement, il y a un besoin de formation en face, et donc de savoir qui on va cibler. Deuxièmement, il y a un besoin de structuration du marché, et ça, on en discute régulièrement avec les entreprises. C'est compliqué de savoir exactement ce dont on a besoin, parce que le marché structure, le besoin... Donc l'entreprise elle-même n'identifie pas forcément le profil nécessaire. Alors en tout cas, c'est compliqué, je dirais, de trouver exactement ce qu'on veut. Et donc soit on va brasser un peu large, soit on va fonctionner de manière un peu opportuniste et dire, bon voilà, on a un bon profil, on va le recruter. Et donc c'est aussi pour ça que le marché a besoin de se structurer, c'est pour bien cadrer les besoins qui sont en face. Étienne Lecoq, vous êtes en prise directe justement avec ces besoins de l'entreprise. Comment vous les définiriez en matière de cybersécurité ? Alors pour aller dans le sens de Romain, il y a plusieurs choses. Bon, déjà, je pense que la sécurité et la cybersécurité n'est plus, en tout cas, à présenter aujourd'hui. C'est un petit peu sur toutes les bouches. Mais ce qui est important, c'est de constater que c'est devenu l'affaire de tout le monde. C'est devenu l'affaire de tout le monde dans une organisation. Et peut-être pour rebondir sur ce que tu évoquais avec la difficulté de formaliser une offre extrêmement précise, c'est que la cybersécurité est devenue intégrée au comportement, aux bonnes pratiques, mais également dans les décisions qui sont faites au niveau de l'informatique. Et ça veut dire qu'il nous faut quel profil ? Il nous faut des profils qui vont intégrer une dimension déjà opérationnelle de la cybersécurité. Rendre la cybersécurité accessible à un contexte de production. Ça implique une forme d'expérience. Et ce que j'aime beaucoup dans le modèle de l'alternance, qui est promu par l'école de Romain, et en tout cas Antemeta fait la part belle à l'alternance, ce sont des profils que des gens vont pouvoir accompagner vers une compréhension théorique de la cybersécurité pour gérer les menaces, comprendre les mécanismes qui protègent les entreprises, mais aussi dans une dimension beaucoup plus opérationnelle qui font qu'on conserve une agilité parce qu'on a tous en tête ces structures très rigides, certes sécurisées, mais néanmoins peu agiles. Et donc aujourd'hui, on se retrouve à la croisée de plusieurs chemins avec le home office à travers la digitalisation qui implique des compétences. Donc on est encore en train de le définir finalement, ce profil de l'expert cyber en entreprise. Je pense que ça évolue tout le temps et que ça ne s'arrêtera jamais, aussi bien au rythme des technologies qu'au rythme du marché qui s'ouvre sur divers fronts. Alors on va donner la parole à Guillaume Tissier qui est donc connecté avec nous depuis Lille. C'est le pilote du FIC. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Donc premier jour aujourd'hui, c'est l'ouverture du FIC qui va se tenir à Lille jusqu'au 9 juin cette semaine. Votre thème central cette année, c'est façonner l'avenir numérique de l'Europe. Alors on est sur un salon qui est à la fois professionnel mais aussi institutionnel. C'est un sommet international où on voit défiler chaque année plusieurs ministres, des responsables européens, aussi de grandes institutions françaises, publiques, des chercheurs académiques, pas uniquement l'industrie. Alors, je voulais vous demander déjà cette année quelle est la présence du nouveau gouvernement français au FIC ? Alors faible parce que nous sommes dans une période de réserve, donc on a beaucoup de représentants des différentes agences. En revanche, clairement, à l'échelon politique, autant on a plusieurs commissaires européens, plusieurs ministres d'États membres, mais côté français, on en aura moins que d'habitude. Bon. Et au niveau européen ou international ? Alors, on a une forte représentation des institutions européennes. On a un village européen avec la plupart des institutions au cœur du salon et avec des représentants d'à peu près toutes les directions générales de la Commission et la présence de 2 commissaires, Margrethe Vestager et Margrethe Iskinas. On les accueille demain et après-demain et on va notamment beaucoup parler, je crois, des différents textes qui sont en cours d'élaboration ou qui vont bientôt rentrer en vigueur, donc que ce soit sur le volet très opérationnel avec Nice 2, avec également le projet de Cyber Resilience Act, et puis sur un volet peut-être plus politique, les textes sur les sujets de politique industrielle, avec par exemple le Digital Market Act, le DSA sur la régulation des
plateformes systémiques, etc. Alors Guillaume, vous avez évoqué là très vite fait le NIS 2. Alors tout le monde ne connaît pas forcément ce que c'est. C'est une nouvelle directive européenne, donc qui devrait être adoptée prochainement sur la cybersécurité. Et au cœur de cette directive, donc il y a l'élargissement des secteurs qui seront soumis à des obligations de cybersécurité. Je pense aux collectivités. Tout ça, ça va tendre encore davantage ce marché de l'emploi cyber ? Clairement, je pense que le besoin de recrutement aujourd'hui est important. Alors, c'est toujours difficile de donner des chiffres. Il y a une étude de PwC qui parlait d'un peu plus de 3 millions d'emplois non pourvus en 2021 au niveau mondial. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que quand on interroge la plupart de nos partenaires, ils nous disent rechercher des profils. Et effectivement, la difficulté, c'est que c'est souvent des profils expérimentés ou en tout cas ayant pratiqué. Ouais. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit à l'instant sur ce besoin notamment d'alternance. Nous avons besoin aujourd'hui, je crois, de gens qui sont des praticiens sur les différents métiers, parce qu'il ne faut pas voir la cybersécurité comme une sorte de bloc. On a à l'intérieur de la cybersécurité, si vous prenez le référentiel de l'ANSSI, qui est très intéressant, à la fois les métiers cœur et puis les métiers un peu plus périphériques. Dans les métiers cœur, vous avez des gens qui vont travailler évidemment sur tout ce qui est pilotage, gouvernance, c'est les fameux CISO, les chefs de projet sécurité, avec des profils évidemment ayant au départ peut-être un background technique, mais ayant évolué vers des activités un peu plus de gouvernance. Vous avez toutes les activités également de conception et de maintien d'un système d'information sécurisé, avec les métiers d'administrateur système, d'architecte, de cryptologue, qui sont des métiers très techniques. Troisième catégorie, c'est tout ce qui est gestion des incidents et des crises. Donc là, on va retrouver ce qu'on appelle les SOC dans notre jargon, les Security Operations Center, avec des gros besoins aujourd'hui. Et puis enfin, dernière catégorie, c'est la partie conseil, service, recherche, où là, on va rechercher à la fois des consultants, des formateurs. Et je dirais que ces quatre catégories, constituent un peu le cœur. Et puis derrière, vous allez avoir les métiers où on va parler de cybersécurité, on va devoir aussi avoir des compétences, mais plutôt un peu comme une sorte de surcouche. C'est tout ce qui est DPO, qui sont plutôt des juristes souvent, même si on voit maintenant des DPO avec des profils un peu hybrides. Tout ce qui est risk management, avec le côté assurantiel, les directions sécurité, sûreté globale, les responsables contrôle interne. Voilà, donc ça, c'est les métiers qui sont un peu autour, mais qui néanmoins ont à connaître les sujets de cybersécurité. Est-ce que vous avez le sentiment, où vous voyez concrètement tous les jours des startups, des entreprises qui sont aujourd'hui freinées dans leur croissance parce qu'elles manquent de talents ? Moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience sur l'importance de faire face à ces problématiques cyber. Nous, on l'adresse sous l'angle de la résilience. Aujourd'hui, un des enjeux, c'est de pouvoir faire face à une crise. Je crois que le point a été évoqué sur la notion de cellule de crise et le côté transversal de la cybersécurité. Nous, chez Antemeta, on va beaucoup s'intéresser à la protection des données. D'ailleurs, il y a 3 piliers autour de la cyber. La confidentialité, c'est vrai que la RGPD a beaucoup fait part sur cette notion, mais il y a surtout la disponibilité et l'intégrité. Et c'est vrai que lorsque l'on délaisse ces fondamentaux de gestion d'un système d'information au profit de technologies plus en pointe, on perd peut-être un petit peu en capacité à redémarrer, à faire face aux incidents. Et je pense que c'est un des enjeux aussi du FIC. Nous serons exposants. D'ailleurs, l'événement a démarré et s'annonce être une très belle édition. Faire prendre conscience que la protection doit être associée à la reprise pour pouvoir justement faire face à la menace. Bien évidemment, avec des talents que nous, on va chercher à mutualiser, si je puis dire, parce que ce qui est rare doit être utilisé de façon optimum à travers des centres de services pour permettre aux organisations, et vous aviez évoqué les collectivités, qui justement ont des difficultés, parce qu'effectivement, l'inflation associée à la raréfaction de ces compétences les impose néanmoins à s'adosser à des structures en capacité de les aider à faire face, parce que la menace est bien réelle. Donc il y a un gros besoin. On a évoqué le sujet de l'alternance. Alors ça tombe bien puisqu'on a eu des annonces du nouveau ministre du Travail qui a dit qu'il allait prolonger les aides au moins jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à une renégociation du budget à Bercy. Ça fait partie des points sur lesquels vous allez insister dans votre nouvelle formation ? Complètement. Alors, Est-ce que c'est bien perçu ? Est-ce que c'est naturel de proposer de l'alternance dans le secteur de la cybersécurité à des gens qui visent des postes assez haut placés ? Je pense que c'est la bonne question. Nous, on constate 2 choses. Et quand j'ai lu la question qui allait être posée sur l'émission, j'ai eu 2 réponses en tête. La première, c'est l'alternance. Donc, Olivier Dussault a annoncé l'objectif d'1 million d'alternants en 2022, qui serait une progression de 20 à 30%. En cyber, clairement, il faut qu'il y ait, pas une prise de conscience, mais une acculturation à ça.
C'est-à-dire que l'alternance n'a pas vocation à avoir quelqu'un qui est opérationnel le premier jour, mais en revanche, c'est quelque chose qui coûte beaucoup moins cher, qui permet d'avoir des talents excellents. Moi, franchement, je parle pour ma paroisse. On est ravis de la qualité des étudiants qu'on a recrutés. Et ça permet de former. Donc pendant 2 ou 3 ans à Oteria, les étudiants... Ça permet même de façonner, finalement. Exactement. Et c'est exactement le bon terme, c'est que ça permet d'avoir quelqu'un qui, en sortie d'Oteria à Bac+5, est opérationnel sur les métiers que vous voulez déployer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on incite. Et je donne 2 exemples. Une start-up qui déploie un système qu'on appelle Industrie 4.0, qui vient de recruter un RSSI, donc un responsable cyber pour son entreprise. Ils n'avaient pas forcément les moyens d'avoir 2 personnes en cyber, mais en discutant avec eux, on s'est rendu compte qu'il y avait une possibilité de recruter un alternant chez nous. Deuxième exemple qui est beaucoup plus large. Ça ne veut pas dire qu'on va aussi viser des postes moins bien rémunérés. Je me mets du côté des étudiants quand ils acceptent ce format. Même si je peux me permettre de rebondir, je pense qu'il y a un bel équilibre entre ce que l'entreprise accepte aussi de cofinancer une partie de l'école. Nous, on fait beaucoup appel à l'alternance chez Antemeta. Donc, je dirais qu'on va cofinancer pendant une période qui peut être 2-3 ans selon les cycles, plus 3, plus 4, plus 5. Et en contrepartie, il y a quand même un enjeu pour l'entreprise de garder ses talents avec la rétention des talents, parce qu'une fois qu'il est diplômé, il faut quand même assez rapidement lui proposer un parcours au sein de l'organisation pour le conserver. Donc je dirais que certes... Oui, parce qu'il y a effectivement capter le talent, puis après fidéliser. Bien sûr, parce que si ce n'est donc je dirais donner sur ces phases initiales, le former, mais après encore faut-il pouvoir le conserver. Et je pense que là, l'étudiant retrouve assez rapidement, je dirais, l'équilibre. Et ce coût que Olivier évoquait, ça veut dire qu'ils vont viser des jobs qui sont passionnants et qui sont des jobs haut placés. Et deuxième point que j'ajoute, c'est la formation continue. C'est un autre élément de réponse. J'aime pas beaucoup le terme de reskilling, parce que ça veut dire que les gens vont quasiment déplacer leurs compétences. Plus de la formation continue. Tout à l'heure, il y avait les collectivités locales qui étaient évoquées. Je pense aussi au directeur de système d'info des hôpitaux. C'est dans ce sens-là que nous, on a dessiné une offre de formation qu'on va sortir en juillet, qui est des formations certifiantes et des formations courtes, pour que, au lieu de recruter quelqu'un en externe, des entreprises PME, ETI, qui ont des compétences en interne en système d'information, puissent ajouter une branche de compétences à leurs équipes, sans que ça leur coûte trop cher, parce qu'ils n'ont pas à chasser des personnes extérieures, sans qu'ils aient un salaire en plus, mais ça va amener des compétences vraiment nécessaires à toutes les boîtes de manière très rapide. Comment alors? Attendez, parce que si ils vont pas avoir de coûts en externe et ni de salaire en interne, c'est quoi la recette magique? Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont un coût qui est le coût de formation des personnes qu'ils ont en ce moment dans l'entreprise, qui ensuite sont détachées 1 à 2 semaines pour venir acquérir des nouvelles compétences cyber. D'accord, donc ça c'est de la formation professionnelle continue. Exactement. Et c'est ça que nous... Faire monter en compétence en fait les personnes qu'on a déjà en interne, leur donner en plus cette compétence cyber. Guillaume Tissier, sur le salon du FIC, la quête des talents, la guerre des talents, j'ai envie de dire, parce qu'il y a aussi les big tech, les géants du numérique qui sont là en Europe et qui veulent capter les meilleurs talents qu'on a sur notre territoire. Est-ce que c'est un sujet qui va être traité de manière importante au FIC avec des pistes, des solutions ? Ce qu'on essaye de faire, c'est notamment de valoriser les métiers. Tout à l'heure, vous disiez en plateau qu'il n'y avait pas de sujet de recrutement, d'attraction de la filière. Moi, je crois quand même que sur cette diversité de métiers, on a aujourd'hui un vrai enjeu de communication à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il faut sortir de ce mythe du hacker à capuche comme étant le seul débouché dans la cybersécurité, mythe qui a un peu la vie dure, et montrer cette diversité des métiers. Alors nous, on y contribue à notre niveau, puisque même si on est un événement professionnel, on l'a ouvert déjà depuis plusieurs années à tous les étudiants en fin de cursus ayant déjà une spécialité assez marquée sur ces questions. Et donc on a notamment un challenge, des challenges, techniques ou non techniques, d'ailleurs, qu'on fait depuis déjà plusieurs années. Et l'idée, voilà, c'est de sortir de cette image d'Épinal et de pouvoir montrer qu'on est sur des métiers épanouissants, diversifiés, qui peuvent aussi être qu'un passage dans une carrière. On ne fait pas forcément toute sa carrière dans la cybersécurité. Et avec effectivement un besoin de formation continue, parce que le sujet, c'est le maintien en condition opérationnelle, quelque part. À tout âge, finalement. Ce n'est pas uniquement en début de carrière. Après, il faut se maintenir. Donc, c'est surtout ça qu'on ressent, nous. Cette guerre entre les entreprises, finalement... on s'aperçoit quand même que les gens sont assez fidèles, c'est-à-dire que la cybersécurité, la communauté de cybersécurité, c'est quand même une famille, tout le monde se connaît, et les gens cherchent des jobs avec des vraies raisons d'être quelque part. Et l'avantage, c'est que cette filière, cette communauté en offre un certain nombre. Donc on ne ressent pas tellement cette ambiance de guerre, pour être très franc.
Bon, tant mieux, ça c'est une bonne chose. Donc, pas de tendance de guerre, mais quand même une nécessité d'ouvrir, parce que vous dites c'est un petit milieu finalement, on se connaît tous et tout ça. Il y a besoin d'ouverture, il y a besoin de diversité, il y a besoin d'aller chercher les talents aussi là où ils ne sont pas attendus. Bien sûr, il y a plusieurs enjeux. De toute façon, il y a le nombre de personnes nécessaires pour faire tourner cette industrie. Donc naturellement, on ne va pas pouvoir tourner en vase clos. Donc il faut qu'on se renouvelle, il faut qu'on aille chercher des talents. Puis il y a des secteurs qui ont un peu plus subi que d'autres. Dernièrement, la crise que nous avons pu traverser. Et la cyber figure, je dirais, de belles opportunités pour ces organisations. Mais pour rebondir sur un des points que vous évoquiez précédemment, sur une guerre entre les big tech, je dirais, des organisations un peu plus nationales, dont Antemeta peut faire partie, je dirais qu'on a une opportunité à travers les organisations, je dirais, nationales, c'est de permettre aux personnes qui nous rejoignent de découvrir le cloud de l'intérieur, de découvrir les organisations qui construisent les clouds pour leurs clients, mais également pour nos sujets. Et donc, c'est une façon de comprendre un petit peu mieux, avec une lecture beaucoup plus large de ce qui se passe avec des organisations qui vont laisser la place à l'initiative. Merci beaucoup. Ouais. C'est vrai que la question de la souveraineté, ça peut donner du sens aussi au métier que l'on pratique. Merci à tous les trois. Merci Guillaume Tissier. On vous souhaite un excellent FIC pour cette édition 2022. Je rappelle que vous êtes le coordinateur et aussi associé à Visa Partners. Merci Romain Burel, cofondateur d'Oteria Cyber School. Vous êtes très attendu sur ce sujet de la formation. Et Étienne Lecoq, membre du COMEX Antemeta, directeur commercial. À suivre dans Smart Tech, les conseils de la coach startup. Vous êtes bien sur le plateau de Smart Tech. Ici, on parle de l'innovation, du numérique et on ne on n'échappe pas au sujet aussi d'actualité, pas forcément les plus faciles, les sujets de crise. On en parle avec la coach start-up aujourd'hui, Émilie Benayad, en charge de l'accompagnement opérationnel des start-up du portefeuille Serena. Bonjour Émilie. Bonjour Delphine. Donc quand on est face à une crise comme ce qu'on vit en ce moment, et on parle d'un ralentissement aujourd'hui même dans l'écosystème tech français, comment est-ce qu'on doit s'y prendre quand on est face à des décisions aussi importantes que réduire les coûts, voire les effectifs? Bien sûr, effectivement, déjà le contexte en ce moment se marque par une tension des marchés, des levées de fonds qui sont plus difficiles, des valorisations qui baissent, et donc ça peut donner lieu à des situations où soit la levée de fonds qu'on avait prévue ne se passe pas comme on l'avait prévu, soit c'est une décision de board proactive de se dire on va réduire la voilure pour s'octroyer plus de temps, peut-être 2-3 ans de liquidité pour laisser passer cette période de crise à venir. Et donc ça, vous le constatez aujourd'hui, on est vraiment dans ce type de réalité? On constate que c'est le démarrage, oui, et qu'en tout cas, pour un certain nombre de boîtes, y compris dans notre portefeuille, on le voit en réalité. Alors, quand on est face à ces moments plus difficiles, qu'est-ce qui doit déclencher une prise de décision de réduction des coûts? Le déclenchement, c'est un peu ce que je vous disais, c'est donc soit une décision de board, soit une levée de fonds qui ne se passe pas bien. Et donc, quand on se retrouve dans cette situation, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Je pense que ce qui est important, c'est de ne pas paniquer, c'est de prendre les choses par le bon bout. Et donc, le bon bout, c'est de démarrer par ce que j'appelle définir le plan B. Donc, on était sur une trajectoire, on avait un plan A qui devait amener notre boîte dans une certaine trajectoire. Le contexte fait qu'on doit revoir ce plan et de définir un plan B, qui peut-être va nous amener plutôt à aller vers l'équilibre économique ou à se réduire nos dépenses pour avoir peut-être 3 ans de liquidité devant nous. Et ce plan B, il faut l'avoir quand même un peu prévu avant? Exactement. Ouais. Ce plan B, en fait, il nécessite de se poser dessus et il nécessite de faire des choix stratégiques. Des choix stratégiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, décider de fermer une géographie, décider de concentrer sa stratégie commerciale sur un segment ou sur un secteur en particulier, ou refocaliser son offre sur un produit. En tout cas, il nécessite de faire des choix qui sont souvent motivés par « je reviens à l'essentiel, à ce qui est vital pour ma boîte ». Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est une fois qu'on a fait ça, l'idée, c'est de repartir d'une feuille blanche et pour se dire de quelle équipe j'ai besoin et de quelle dépense minimale j'ai besoin pour servir ce plan B. Et donc, je fais tourner cette hypothèse dans un business plan. Et une fois que ça fonctionne, en fait, c'est ça qui va me permettre de définir quelle est l'équipe dont j'ai besoin de garder, quelles sont les compétences que je dois garder, et donc, par extension, quelle est l'équipe dont je dois me séparer. Mais ce n'est qu'à ce moment-là qu'intervient cette troisième étape, qui est de dire quel est le dispositif légal que je dois choisir, en coordination, bien sûr, avec un avocat en droit social.
Qu'est-ce qu'il y a comme type de dispositif légal qui peut s'imposer dans ces moments-là? Tout dépendra du volume, de la nature de la boîte, etc. Mais il y a plein de dispositifs légaux. Il y a évidemment le PSE qui est connu. Il y a, quand on parle de faible volume de départ, des petits licenciements collectifs, moins de 10, qui permettent d'être un dispositif plus allégé. Et il y a aussi des dispositifs un peu plus apaisants socialement, comme la rupture conventionnelle collective. Ouais. Qui permettent notamment de le faire sur la base du volontariat et généralement qui permettent de faire ça dans un climat plus apaisé. Bon, vous pouvez nous donner quelques petits tips comme ça quand même à garder en tête? Bien sûr. Alors, j'ai décidé d'insister sur 5 points qui me paraissent essentiels, sachant que bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Le premier point, c'est la préparation. Vous le disiez, on ne se lance pas dans un truc comme ça sans être préparé. Il vaut mieux perdre du temps, investir du temps au démarrage pour après en gagner dans l'efficacité et dans le timing d'implémentation. Donc d'abord, bien penser son projet, pas de panique, quoi. Exactement. Le deuxième point qui est très lié, c'est l'implication et l'exemplarité de l'équipe fondatrice et du management. Qu'est-ce que vous entendez par là? Voilà, ça peut paraître évident, mais en fait, c'est un sujet qui est un sujet majeur dans la vie d'une entreprise et qui ne se délègue pas à un DRH ou à un avocat en droit social. C'est un sujet que je pense l'équipe fondatrice doit prendre à bras le corps. Et quand je parle d'exemplarité, ça passe par des mesures un peu symboliques, qui est de dire on se serre la ceinture dans toute la boîte, y compris au plus haut niveau. Et donc peut-être je vais baisser mon salaire en tant que fondateur, je vais limiter mes avantages, supprimer certains avantages, ou peut-être aussi dans mon plan de départ, je vais avoir des départs à tous les niveaux de l'entreprise, y compris dans les niveaux de direction. Ok. Troisième point sur lequel je voulais insister, c'est la communication et la transparence. La communication, elle doit venir déjà en amont. Il faut absolument éviter l'effet de surprise. Donc, il faut donner des signes de tension en amont et essayer de faire de la pédagogie et expliquer à son équipe ce qui se passe un peu en avance de phase pour pas que ça arrive comme une surprise. Il faut évidemment utiliser le CSE comme un partenaire tout au long de cet exercice. Et puis dans la communication, il faut penser à ceux qui restent. On pense souvent à ceux qui partent, mais pas suffisamment à ceux qui restent. Et c'est eux qui vont reconstruire la boîte de demain. Donc ça, c'est très important. Le quatrième point que je voulais aborder, c'était le fait d'aller chercher des économies partout. En fait, la réduction des effectifs doit être un levier parmi d'autres. Et pour moi, la bonne pratique, c'est de reprendre le business plan, le descendre ligne à ligne et d'aller chercher des économies sur chacune des lignes, pour montrer que vraiment, on va chercher des économies partout. Et puis le dernier point, c'était aider à retrouver un job. Maximum. Alors bien sûr, il y a des dispositifs légaux à travers Pôle emploi, etc., qui aident. Mais dans l'écosystème tech, il y a quand même un écosystème qui est très connecté. Il y a eu des belles initiatives, par exemple Gorillaz qui a publié une liste ouverte et qui permettait d'avoir accès à tous les talents libres. Donc ça permet d'être un accélérateur. Les fonds aussi. Merci beaucoup, Émilie Benayad. Merci. Oui, beaucoup d'initiatives dans cet écosystème. Et parfois, il y a des moments de crise à partager. Voilà, c'était Smart Tech. On a parlé cybersécurité, annonce Apple, mais aussi gestion de crise, comment réduire la voilure. On se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech. Bonne journée à tous. Ce programme vous a été présenté par Antemeta, expert de la protection des données et du cloud hybride avec son partenaire Veritas.